Voilà. D'accord, d'accord. Donc juste un mot pardon, sur WSI. Donc c'est le premier fournisseur mondial de solutions marketing numérique. C'est bon, je vais vous laisser lire, je ne vais pas lire ça, ça sera un peu barbant. En fait, on s'adresse à tous les types d'entreprises de tout secteur d'activité, puisque aujourd'hui, vous verrez donc vraiment toutes les activités sont concernées par ce phénomène, on peut appeler ça le phénomène. Et ça doit être, pour être bien fait, il faut que ce soit vraiment fait par des gens du métier. Ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus sérieux à suivre. Donc en fait, notre savoir-faire, il s'exerce principalement pour vous apporter ce type de service, c'est-à-dire vous permettre d'attirer plus de prospects qualifiés, qui correspondent bien à vos cibles, convertir un plus grand nombre de ces prospects en clients, bien sûr. Les fidéliser, c'est une évidence aujourd'hui. Et puis, valoriser votre image de marque, et c'est notamment la mission des médias sociaux. Donc aujourd'hui, WSI est présent dans 80 pays, 1500 agences, un peu plus. Et donc en France, nous sommes 40, 45 environ. Donc, le slide suivant. Le slide suivant. Oui. C'est un peu lent, hein, je suis désolé, je ne sais pas si effectivement c'est... Donc je vous ai présenté tout à l'heure très brièvement l'agenda. Voilà l'agenda plus en détail. Répétition. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je n'arrive pas à changer de slide. Slide suivant, je n'arrive pas. Ici. Alors, tu as la main, Gérard, donc normalement c'est toi qui peux passer les slides. Ouais. Voilà. Oui, c'est tellement lent que ça ne passe pas. Je suis vraiment désolé pour nos auditeurs. Non, je n'arrive pas. Voilà. Donc en fait, en introduction, je voulais aussi vous mentionner en fait trois constats. Le premier constat, c'est qu'il y a eu une appropriation des technologies par les utilisateurs et que cette appropriation en fait s'accélère. C'est-à-dire que si on revient en arrière, pour équiper 50 millions de foyers, il aura fallu à peu près 40 ans pour la radio, 15 ans pour la télévision et 4 ans pour Internet. Aujourd'hui, Facebook, qui a été créé en 2004, devrait, d'après ses propres sources, atteindre le milliard de comptes ouverts d'ici juin 2012. 1 milliard. Le deuxième constat, c'est qu'avec Internet, les consommateurs ont pris l'initiative. Ce qui fait que les entreprises se retrouvent au cœur de conversations simultanées, spontanées et croisées, et qu'elles ne les contrôlent pas. Donc les entreprises s'interrogent sur ce qu'il convient de faire en termes de communication pour s'adapter et pour rééquilibrer cette nouvelle relation entre l'entreprise et ses clients. Le troisième constat, c'est l'explosion des médias sociaux qui modifient aussi Internet lui-même et ses usages. En fait, les supports utilisés sont des lieux d'interaction sociale et de création de contenu dans lesquels les internautes échangent, s'expriment, commentent et recommandent. Mais que sont les médias sociaux? Alors les médias sociaux, c'est effectivement ce que vous pouvez voir sur ce slide, qui en fait regroupe en fait plusieurs éléments. Donc les médias sociaux, une définition très brève, ce serait de dire que les médias sociaux consistent à associer de la mise en relation avec de la mise en partage, et ceci à travers différents supports, différents médias. Les réseaux sociaux, que vous voyez à gauche, se concentrent, eux, davantage sur les relations entre un individu et des contacts. Donc les réseaux sociaux sont vraiment l'essence même du web social et permettent de reproduire sur le web les structures sociales et les relations entre individus. Ça se concrétise par des sites où chaque utilisateur a un profil, les membres étant liés de manière directe ou à travers des groupes. Ces plateformes proposent généralement des services de messagerie, de partage
de publication. Les plus connus aujourd'hui sont Facebook, LinkedIn, Viadeo, mais on peut aussi y associer des sites comme Copain d'Avant, par exemple. Copain d'Avant, très franco-français, hein, principalement. Donc ensuite, les blogs. Alors, les blogs, c'est un outil de publication. Le blog, il accueille des commentaires externes qui nécessitent d'ailleurs une modération. Il y a toujours un modérateur qui va effectivement vérifier que les propos sont bien en cohérence avec le thème annoncé. Donc, comme exemple, on peut citer Blogger, WordPress, ce sont des plateformes, mais bien sûr, sur chaque site, les gens peuvent créer un blog dédié. Il y a aussi des microblogs, et c'est là qu'on retrouve aussi une ambiguïté entre Twitter et dans le dessin que vous voyez dans les réseaux sociaux, mais Twitter, on considère aussi que c'est du microblog, puisque il est limité à 100 caractères par tweet. Ensuite, les forums. Alors, les forums sont des espaces de discussion publique dont la consultation est libre. Bon, je peux en citer un, Doctissimo peut-être, qui vous parle. Ensuite, les plateformes de partage de multimédia. Ce sont des services en ligne qui permettent aux internautes de publier différents types de médias ou des liens et des listes de lecture vers des médias du site. Pour être plus parlant, si effectivement nous avons des médias vidéo, images, musique, en vidéo on va trouver YouTube, Dailymotion, Vimeo pour les plus connus. Pour les images, ça va être Picasa, Flickr, SlideShare. Pour la musique, bon, par exemple Deezer, Pandora ou d'autres produits. Il y a une multitude de produits disponibles. Alors, ce qu'on appelle la collaboration, que vous trouvez à droite, c'est plutôt ce qu'on appelle les wikis. Les wikis, c'est ce que vous utilisez peut-être tous les jours à travers Wikipédia ou Wikia, qui sont des plateformes de collaboration, de bases de connaissances en ligne qui sont tout à fait intéressantes. Le slide suivant. J'ai du mal à passer les slides. Ah, là, Lucille, on peut lancer le... Nous allons vous poser en fait quelques questions sur la façon dont vous utilisez vous-même les médias sociaux tels que je viens de vous les présenter. D'abord, la première question, c'est est-ce que vous utilisez les médias sociaux, c'est-à-dire les outils présentés, oui ou non? Alors si c'est non, Alors on voit l'évolution, excuse-moi Gérard, on voit l'évolution des résultats en direct. Alors du coup pour l'instant plus de 95% de oui qui utilisent les réseaux sociaux. Donc 80 des médias sociaux. Des médias sociaux, pardon. 80% ont voté, donc les derniers, on attend vos votes et on passera à la question suivante. Voilà. Mince. Hop. Donc c'est bon pour cette question. Oula, vous avez... Alors, on peut passer à la question suivante. Gérard, tu es toujours en ligne? Oui, oui. Justement, la question suivante, c'est utilisez-vous les réseaux sociaux? Alors là, c'est non, là, t'es un peu trop loin. Non, non, on a... Ah oui. Bon bah, du coup, ça répond. Excusez-moi. Ça a ripé. Donc, c'était pour le blog, donc on passera aux réseaux sociaux juste après. Alors la tendance est plus oui à 56 contre 44, donc c'est pas encore... là, c'est une légère différence, contrairement aux médias sociaux. Donc on va pouvoir passer justement à la question des réseaux sociaux.
Voilà. Donc pour l'instant, que des réponses positives. On n'a pas encore un seul non. Je vous laisse répondre avant de passer à la question suivante. Quel pourcentage sur les réseaux sociaux? Alors pour l'instant, on est à 100% de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Voilà, sur 80% de votants. Donc vous voyez, la plupart d'entre nous utilisons les réseaux sociaux. Donc, Question suivante. Oui, les forums. Donc sur les forums. Tout le monde n'a pas encore répondu. Pour l'instant, la tendance est plus non, contrairement aux autres supports de médias sociaux. Donc plus non à 62% contre 38%. Donc, voilà. On va passer à la question, les plateformes de partage. Alors les plateformes de partage de messages, donc je vous rappelle, il s'agit de YouTube, Dailymotion, ce genre d'outils. Donc là, la grosse tendance est plus oui, à 84% contre 16% de non. D'accord. Voilà. Et la dernière question, c'est les plateformes de collaboration. Est-ce que vous utilisez régulièrement ou très souvent Wikipédia, ce genre de base de connaissances en ligne? Pareil, là, la tendance est plus à oui, avec 70 contre 30 pour le moment. Je vous laisse encore un petit peu d'instant pour voter. Donc là, on est à 67% contre 33%. Voilà. D'accord. Très bien, bah c'est très intéressant puisque ça nous permet nous aussi de mettre en relation, en parallèle, les études que nous sortent les grands instituts, etc., nos propres analyses et finalement vos réponses qui viennent, en tout cas dans cette expérience-là sur ce questionnaire, vraiment confirmer des tendances d'aujourd'hui. C'est vrai que les forums sont un peu en désamour, mais parce qu'il y a des abus, etc. Et puis donc les modes de communication évoluent. Très bien, nous allons passer au slide suivant. Merci Lucie de m'aider. Donc en fait, finalement, tout le monde utilise les outils, pratiquement les mêmes outils. Je dis bien pratiquement, puisque ceci varie aussi en fonction des générations. C'est-à-dire que si toutes les générations ont à disposition les mêmes outils, l'utilisation de ces outils varie d'une manière intéressante, puisque donc les vétérans, ce qu'on appelle les vétérans, donc vous voyez des gens plutôt 65-85 ans, restent bien sûr, parce que c'est culturel et c'est comme ça dans leurs habitudes, très attachés au téléphone et aux rencontres, aux messages vocaux sur le téléphone portable, aux emails, etc. Alors que plus on évolue vers des populations jeunes, vous voyez que l'utilisation de ces mêmes outils varie d'une manière tout à fait intéressante et quelquefois radicalement différente, notamment si vous regardez la génération Y à droite, qui effectivement est plutôt sur un mode de communication extrêmement rapide, instantané, sur des outils comme Twitter, comme le chat, IM, c'est ce que vous voyez en bas, IM, c'est plutôt ce qu'on appelle nous en français le chat. Voilà, donc des comportements différents, mais tous ces outils donc à disposition de tout le monde. Et voilà une analyse comportementale qui est intéressante à suivre, que
que seront l'utilisation de demain. Voilà, slide suivant. Alors, voilà. Donc, il y a les internautes, mais il y a aussi l'utilisation des médias sociaux par les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises, bon, les chiffres que vous voyez sont d'une tendance. Donc, je vais plutôt vous citer les 5 premiers, ceux qui sont significatifs, puisqu'en fait, la question c'est de dire mais pourquoi les médias sociaux, à quoi servent les médias sociaux dans les entreprises? Comment s'en servent-ils plus exactement? Et pourquoi faire? Donc les entreprises s'en servent d'abord pour communiquer avec leurs clients, pour répondre aux questions des clients, mais aussi des prospects, voire des internautes qui ne sont pas forcément des clients, mais qui peuvent poser des questions maintenant directement à des grandes entreprises, hein, Pepsi Cola, ont ouvert des portes, entre guillemets. C'est aussi pour promouvoir des événements, parce que bien connaître l'entreprise, c'est aussi savoir ce qu'elle fait, et établir des contacts avec de nouveaux prospects, bien évidemment. Donc, en fait, la principale utilisation aujourd'hui, qui se confirme, donc là c'est en anglais, on peut penser que c'est des statistiques anglo-saxonnes, mais ça se vérifie aussi en France. Donc, les 74% annoncés sur le premier, c'est réellement de communiquer avec les clients, puisque comme je l'ai dit en introduction, les clients sont vraiment l'objet, enfin, les entreprises sont l'objet de discussions qui sont pas toujours contrôlées, et jamais même, et auxquelles il faut prêter beaucoup d'attention, mais en effectuant une veille technologique et en réagissant à toute critique qui peut avoir des conséquences très, très graves pour l'entreprise sur le net. Slide suivant. Donc en fait, l'évolution de la communication entre l'entreprise et le client, c'est une manière d'adresser les clients qui est vraiment très différente, plus précise, plus parlante, plus sobre, notamment avec, vous voyez, avant c'était ça, hein, maintenant c'est quelque chose d'un peu plus moderne. Michelin. Donc vous voyez, Michelin, donc voilà, comme je disais, sobre, plus parlante. L'internaute doit trouver rapidement son information. C'est un peu ludique, voilà. Donc c'est un moyen, la façon de communiquer a vraiment évolué. Slide suivant. C'est très lent. Donc en fait, les réseaux sociaux, bon, c'est une conversation, c'est en fait des gens qui échangent sur des données. Mais pourquoi les internautes parlent-ils de vous ou écrivent-ils sur vous ou sur votre entreprise? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'ils vous aiment bien, ou parce qu'ils apprécient vos produits et vos services. C'est parce qu'ils vous font confiance et qu'ils témoignent d'une bonne expérience de vos produits ou de vos services. C'est aussi parce qu'ils ne sont pas contents de vous, ils témoignent d'une mauvaise expérience, donc il faut réagir. Ils se posent des questions à votre sujet, sur ce que vous proposez, ils cherchent des informations auprès d'autres internautes, et également parce que d'autres internautes parlent de vous, de vos services, de vos produits, et qu'ils désirent en savoir davantage. Donc nous allons vous faire participer également. Donc vous savez, lorsque vous choisissez un voyage ou que vous sélectionnez un hôtel pour votre voyage ou un séjour, etc., il y a des commentaires souvent d'utilisateurs, d'internautes. Donc voilà, ces questions vont porter sur vos propres pratiques. Je te laisse, Lucille, reprendre la main. Alors, donc les pulses étaient limités, donc on ne pouvait pas vous faire autant de sondages en ligne. Donc on va vous demander d'utiliser la chatbox. Donc la plupart l'ont trouvé parce que j'ai eu quelques questions. Donc dans la chatbox, on va vous poser une par une les 4 questions et vous allez répondre juste oui ou non. Et je vais vous donner en fonction du nombre de oui ou non la tendance qui se dégage. Donc voilà, désolé, on avait un nombre limité de sondages à rentrer. Donc Gérard, je te laisse poser les questions. Donc postez-vous vos propres avis sur les sites lorsque vous avez été dans un endroit ou que vous avez testé un produit.
Donc merci de répondre dans la petite chatbox qui se trouve en bas, oui ou non. Alors pour l'instant, un peu plus de oui. Oui, une tendance dégage plus de oui. D'accord. D'accord. On va passer à la question suivante. Consultez-vous les avis avant de faire un achat ou un choix, hein, pas forcément un achat. Alors là, pour l'instant, ce n'est que du oui D'accord. qui se dégage. Cela influence-t-il vos choix? Voilà, c'est pareil. Plus là, on a presque que des oui. J'ai eu 2-3 non. Donc globalement, ça va être les avis clients vont pouvoir influencer vos choix dans la décision finale d'achat. Et la dernière question, en fait, est importante, elle est peut-être mal formulée, là, mais je vous la formule autrement, c'est les avis que vous aviez consultés et que vous aviez cru, est-ce qu'ils ont vraiment correspondu à la réalité? C'est-à-dire, lorsque vous avez pratiqué soit la réservation d'un hôtel, par exemple, et vous y êtes allé, est-ce que l'avis était correct par rapport à votre propre expérience? Alors là, c'est mitigé, c'est à peu près moitié-moitié oui-non. Donc j'ai à peu près 50-50. Très bien. Et nous allons voir ce que disent certaines statistiques. Si le slide suit, voilà. En fait, les internautes, effectivement, et vous le confirmez, hein, donnent leur avis. Et de plus en plus, c'est une tendance qui s'accélère. C'est-à-dire que là, on a des données qui sont de 2009-2010, donc il y avait déjà une croissance. Mais entre 2010 et 2012, il est fort à parier que cette tendance se confirme. Ce qu'il faut noter, c'est une constante dans nos comportements sur le net, voire en dehors du net. C'est qu'un acheteur mécontent va partager son expérience avec environ 11 personnes, alors qu'un acheteur content va le partager avec 3 personnes. Mais il y a une énorme différence, c'est-à-dire que la conséquence n'est pas le même, car sur le net, la propagation de l'information est virale et peut très vite toucher des millions, voire des millions de personnes, des milliers, voire des millions de personnes, parce que on a des exemples, on n'a pas le temps ici, mais on pourrait vous raconter des anecdotes qui ont coûté des millions de dollars à des entreprises, des millions d'euros, parce que n'ont pas su traiter les réclamations de leurs clients. Donc le slide suivant. Alors oui, les internautes lisent les avis d'une manière presque systématique. Alors, est-ce qu'ils la plupart du temps, c'était 43%. Aujourd'hui, j'ai vu une autre statistique, c'est à 60%. Le slide suivant. Le slide suivant, je vais m'y arrêter un instant parce que les internautes suivent les avis. Ça veut dire qu'ils font confiance finalement à ce que les gens écrivent, mais vous me direz qu'il est facile de tricher. Alors, sachez qu'une norme est en préparation à l'AFNOR afin de définir les pratiques qui garantiront la fiabilité de la collecte des avis des consommateurs. Il était facile pour un hôtelier de s'auto-féliciter. Donc tout ça, ces pratiques-là sont maintenant punies, puisque à l'heure actuelle, en cas de non-respect des règles en vigueur, un contrevenant s'expose à une sanction pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 187 500 € d'amende. Vous voyez, c'est précis. Pour la petite anecdote, début 2012, il y a eu 4 procédures qui ont été diligentées à l'encontre de sites marchands. Je ne dirais pas les entreprises, mais c'est dans la téléphonie, les produits cosmétiques, les enchères. Et puis, voilà. Donc, les internautes suivent les avis. Ils ont raison dans la mesure où, effectivement, il y a une réglementation qui s'instaure pour
pour que effectivement l'internaute, le consommateur, ne soit pas lésé. Et bien sûr, les avis impactent la décision, et plus ces avis seront pertinents et qualifiés, plus évidemment le bouche à oreille, comme on dit, ce qu'on utilisait avant, fera fils. Donc vous voyez, c'est vraiment un des critères de choix qui va générer donc une action d'achat, de vente, de sélection d'une action. Et puis, j'étais un peu long au cours de ma présentation, je vais juste terminer sur ce slide. C'est que, en fait, le marketing des médias sociaux qui nécessite effectivement l'intervention de gens très spécialisés, apporte quand même un bénéfice aux entreprises, principalement d'après elle, hein, c'est une étude qui a été diligentée auprès d'un panel de 500 entreprises. Et ce qu'ils ont mis en premier, c'est effectivement d'être davantage visible sur la toile, afin d'augmenter le trafic des visiteurs, mais pas uniquement le trafic, c'est-à-dire d'avoir des prospects qualifiés, ce qui vient d'être présenté tout à l'heure. Donc je vais m'arrêter là, parce que justement le temps passe, et je vais laisser la parole à Hervé, qui va entrer davantage dans le vif du sujet et vous expliquer comment faire pour être plus visible. Et voilà, Hervé, je te laisse la parole, je vais couper mon micro. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Bien. Alors on va, Lucille, je vais prendre la main. Oui, tout à fait d'accord, pas de problème. Oui, alors en fait on va regarder un petit peu comment procéder. Si tant est que vous soyez persuadés maintenant que les réseaux sociaux, les médias sociaux sont pour vous, comment va-t-on procéder? Première question qu'on va se poser, ça va être de savoir par où on va pouvoir commencer. Je crains d'avoir les mêmes soucis que Gérard, à savoir que Ça ne passe pas au niveau de la main. J'ai du mal à passer les slides. Ouais. Hop, bon. Voilà. Donc, avec un petit peu de délai, mais je pense que je vais essayer de continuer comme ça. Par où commencer donc? Quels sont les outils pertinents? Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Bien sûr, combien ça va coûter? Et puis, savoir quel budget on est prêt à mettre, parce qu'en fait, on va s'être donné des objectifs et on va essayer de mesurer comment on va pouvoir atteindre. J'ai vraiment des soucis avec pour passer les slides. Ici, je crois qu'il va falloir que tu reprennes la main parce que c'est très très lent. Alors, on va taper en 8 phases en fait. La phase 1 va être tout d'abord, on va pas y couper, on va faire du marketing, c'est-à-dire que d'abord on va essayer de comprendre ce que sont vos clients, ce que font leurs profils, leur comportement. Tant que vous ne saurez pas comment ils se comportent, vous ne pourrez pas avancer, même avec les réseaux sociaux. Vous allez vous adresser, je suis vraiment désolé, mais j'ai mon discours qui ne se passe pas très bien avec les slides, puisque je ne les vois pas apparaître. Lucille? Oui, c'est bon. C'est un petit temps de décalage, excusez-nous. Donc, c'est bon? Vous m'entendez, Hervé? Oui, c'est assez pénible. Oui, alors donc je vois je suis désolé, je vois les choses qui s'affichent en même temps que vous, probablement, donc je vais essayer de commenter au fur et à mesure. On va essayer de s'en sortir comme ça. Donc en fait, effectivement, pour revenir à nos clients, on va essayer de les catégoriser pour savoir, on a vu tout à l'heure que selon les catégories d'âge, les médias vont pas être les mêmes, vont pas être les mêmes utilisés. Suivant qu'on va avoir affaire à une femme ou un homme, ça peut être la même chose. Donc le principal pour vous, ça va être d'abord de déterminer quels sont vos clients, où ils sont et surtout comment ils se comportent. Alors pour ça, vous allez avoir des choses intéressantes, c'est de regarder ce que font vos concurrents et de voir ce qui marche. Parce qu'en fait, sur le web, c'est toujours la même chose. On regarde ce qui marche et on essaye de suivre. Donc, quelles sont les actions de vos prospects sur la toile? Va être une action absolument déterminante par rapport à ça. Lucie, si tu veux passer à la suivante.
Ensuite, on va essayer d'identifier et de prioriser les actions, c'est-à-dire on va déterminer quels outils on va utiliser, quel contenu on va chercher à diffuser et par quel biais, et qui va réaliser ces contenus. Est-ce que ça va être quelqu'un de chez vous, qui dans votre société, est-ce que ça va être à l'extérieur, est-ce qu'on va le confier à quelqu'un à l'extérieur? Ça, il va falloir le déterminer. Qui va assurer la veille? On parlait tout à l'heure des avis des internautes, il va falloir comprendre, lire ces avis, et ça, être capable de répondre. Donc là, il va falloir aussi déterminer qui va s'en occuper. Ensuite, combien d'articles vais-je publier? C'est-à-dire que globalement, on va se donner des moyens par rapport au but que l'on veut atteindre, et on va essayer on parlait tout à l'heure de budget, on va regarder ce que ça va représenter. Ne croyez pas que d'écrire un article, c'est quelque chose d'anodin. On sait que sur le web, le contenu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et être capable d'écrire un article qui soit consistant, ce qui va être extrêmement important, c'est coûteux en temps, donc en argent. Donc en termes de budget, dès le début, il faut essayer de se déterminer sur une publication, sur un nombre de publications et sur un cadencement. Rien ne sert de sortir 25 articles la première semaine et puis de rester un mois sans parler, par exemple. Donc là, on parle effectivement de la fréquence. Comment gérer aussi l'ensemble des commentaires, en fait, à savoir, globalement, comment je vais répondre. Hors de question de laisser passer les commentaires sans les modérer, mais par contre, la modération, ça ne doit pas être de la censure. La modération, ça doit être de laisser passer des commentaires négatifs, bien sûr, mais par contre, de préparer les réponses et de ne pas les ignorer. Donc ça revient à mesurer la réputation. Et là encore, comment est-ce que je vérifie ça? Comment est-ce que je mesure, je corrige en permanence pour être sûr que l'ensemble des actions que je mène sont cohérentes et m'amènent à atteindre vers les objectifs que je souhaite. Oui. Donc la périodicité, j'étais un petit peu en avance par rapport à comment mesurer, corriger, etc. en permanence. Alors à partir du moment où on a décidé de l'ensemble de ces actions, on va pouvoir commencer, et le grand conseil que je donnerais au-delà du site web que vous avez déjà, qu'il soit informatif ou un site de e-commerce par exemple, ça va être de bloguer. Alors bloguer, ça peut être par l'adjonction d'un blog ou bien mettre une partie du blog dans votre site web, ça peu importe. Mais quel va être l'objet du blog? Ça va être effectivement de délivrer du contenu, c'est-à-dire apporter de la valeur ajoutée dans votre domaine, essayer de donner des idées. Alors attention, ne parlez pas que de vous, l'objet n'est pas de faire sa propre publicité, l'objet il est de montrer que vous êtes consistant sur un domaine qui est le vôtre et que vous avez une certaine expérience. Alors ça va pouvoir être de donner des expériences clients, des choses que vous avez déjà fait, ou bien simplement des brevets que vous avez déposés, ou simplement être avoir participé à un certain nombre d'actions dans le domaine. Montrez que c'est vraiment votre domaine de compétences. Et là, ça va être effectivement le blog qui va être le bon outil, parce que vous allez pouvoir encourager des commentaires et des questions, ce qui va être très intéressant. Alors au passage, ce qui est quand même pas inutile, c'est que ça va vous permettre de générer du contenu nouveau régulièrement, et on sait qu'en termes de référencement de site web, c'est toujours une bonne chose que d'apporter des modifications en permanence. Donc cette discussion, etc., va permettre entre autres de faire vivre votre site web et donc d'être mieux vu par Google au passage. Donc le blog, très important, j'aurais tendance à dire que c'est un peu la base de toute campagne de réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer bien sûr les différents profils. Donc les différents profils, en fonction des clients que vous avez, etc., et de votre activité, vous allez pouvoir déterminer. J'attends le voilà. On va déterminer en fait les différents. On va aller sur les différentes plateformes. Alors attention, ce sont des plateformes. Selon votre activité, selon que vous êtes en B2C, en B2B,
que vous faites, vous allez utiliser des plateformes différentes. Pas parce que Facebook a, on parlait tout à l'heure d'1 milliard effectivement d'utilisateurs, c'est pas pour ça que si vous êtes en B2B par exemple, Facebook sera quelque chose de très efficace. Chacun de ces outils a son importance. On a fait figurer ici les plus importants pour les sociétés. À titre d'information, par exemple, ça change tout le temps et très vite. Pinterest, par exemple, il y a 3 mois, vous n'en aurez pas parlé, ou quasiment. Pinterest, c'est aujourd'hui quelque chose, si vous faites, vous vendez du voyage ou vous vendez, par exemple, des habits, eh bien, Pinterest va être quelque chose d'essentiel parce qu'en fait, vous allez pouvoir mettre en avant des collections, des choses comme ça. Ça va être quelque chose de très visible et c'est quelque chose qui est très intéressant pour ça. Donc bon, l'objet aujourd'hui n'est pas de faire l'intérêt de l'un ou de l'autre, mais ce qui est important, c'est de déterminer quelle plateforme vous allez utiliser dans votre cas, au-delà de votre blog, et d'interconnecter l'ensemble de ces profils. En fait, quand vous avez créé tous ces profils, vous avez votre blog, vous allez faire en sorte que quand vous agissiez sur les uns ou sur les autres, ça apparaisse sur l'ensemble de ces plateformes. Alors, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le traditionnel, c'est le traditionnalisme. Les annonces presse, c'est quelque chose qui marche toujours, y compris sur le web. Donc, vous avez aujourd'hui des plateformes d'annonces presse, il n'y a pas de raison de s'en priver, de les lancer de temps en temps, puis effectivement, utiliser les réseaux sociaux et leur viralité pour les diffuser de façon encore plus massive que ce que vous pourriez faire de façon traditionnelle. Mais ne pas oublier ces médias traditionnels qui, n'oublions pas que le web est une composante du marketing qui vient compléter d'autres actions qui ne sont pas pour autant inutiles. Alors ensuite, on a parlé un petit peu de mutualisation de l'ensemble de ces plateformes. C'est globalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter des liens sur vos pages web, vers votre profil Twitter, vers votre profil LinkedIn, etc., etc. Et vous allez essayer à travers ça d'encourager un certain partage. Vous allez mettre des boutons sur vos sites. Vous allez reprendre des parties d'articles en citant, ne jamais oublier au passage de toujours citer vos références. C'est-à-dire que quand vous reprenez un article que vous avez trouvé intéressant, ça ne sert à rien de copier et de dire que c'est le vôtre. Vaut mieux faire quelques commentaires sur le sujet et faire toujours référence à l'article que vous avez lu. Personne ne vous en voudra et tout le monde vous en saura gré de partager vos lectures en fait et de partager votre connaissance. Bookmarker, tweeter, partager, c'est une autre façon aussi de partager, c'est-à-dire que c'est d'aller utiliser tout ce que vous offrent ces plateformes de réseaux sociaux pour faire référence en fait à des choses que vous auriez rencontrées. En fait, ce que vous avez à travers ça, c'est montrer que sur un domaine d'activité qui est le vôtre, et avec votre communauté, vous aimez bien partager les expériences et vous allez donner, on verra tout à l'heure quelques exemples sur quelques plateformes et vous verrez que c'est quelque chose d'intéressant. Ajouter des liens externes, ça effectivement, ça sert encore au référencement, c'est-à-dire que Google aime bien quand vous avez des plateformes. Alors attention, parce qu'effectivement, sans être trop technique, la plupart des réseaux sociaux offrent des liens qui sont dits nofollow, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés en fait. Et donc Google, ça sert à rien, par exemple, d'avoir une page Facebook qui pointe sur quelque chose chez vous, parce qu'en fait, Google s'en fiche totalement. Les QR codes. Alors effectivement, je parlais des QR codes, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous faites par exemple un autre média, un média papier, vous vendez dans votre magasin ou sur des marchés ou des choses comme ça, vous faites de la publicité. Très intéressant à ce moment-là d'effectivement utiliser des QR codes puisque vous allez renvoyer les gens à utiliser par exemple leur téléphone mobile. Pas oublier qu'aujourd'hui j'ai entendu dernièrement que 40% des Français utilisaient un téléphone mobile, donc ça commence à être très important, et de les renvoyer tout de suite sur des informations complémentaires, etc. Mais ça n'est qu'une des possibilités parmi tant d'autres. Là, on est dans le domaine de l'imagination perpétuelle, puisqu'en fait, c'est le principe aussi de ces campagnes, c'est que chaque jour apparaissent de nouvelles techniques, de nouvelles possibilités, et puis des choses qui marchaient, bien entendu, à certains moments ne vont plus marcher. Donc attention sur ces campagnes, il n'y a rien de fondu dans le marbre, ça doit être en permanence suivi et continué.
Là-dessus, qu'est-ce qu'il va vous falloir faire? Et bien sûr, c'est animer. Animer, c'est-à-dire que rester hors de question de créer vos profils et puis de ne plus rien faire, parce que ou même d'animer pendant quelques semaines et puis de laisser derrière. Ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir que ce soit quelque chose de constant et de relativement cadencé, de manière à amener vos fans et votre communauté à avoir envie de regarder ce que vous avez dit, ce que vous allez dire, ou etc. D'être en attente un petit peu de ce que vous avez publié. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, je vous propose maintenant de regarder un peu quelques exemples sur quelques médias. En particulier, on va parler de Facebook pas mal. Alors, Facebook, c'est un exemple type d'une plateforme. Si vous étiez content il y a quelques mois de ce que vous faisiez sur Facebook et que vous considériez que vous n'avez pas d'autre chose à faire, eh bien vous avez perdu. Parce que Facebook a complètement changé la forme de sa première page. Bien évidemment, les actions et les objets que vous aviez pu développer avec Facebook, que ce soit des applications, etc., se sont vus complètement remaniés et l'utilisation ne va plus du tout être la même. Donc, là aussi, on est obligé de suivre, on est obligé de changer en permanence. Et ne pas oublier, on parlait tout à l'heure de coûts, que sur Facebook, sur ces plateformes, même si l'utilisation est gratuite, ces plateformes peuvent à tout moment changer, faire que ce qui marchait hier ne marche plus du tout. Donc c'est pour ça que ça demande une veille constante. Alors là, on a un exemple de ce que veut de ce que veut faire passer Numéricable avec ces petits personnages sur sa tagline Facebook. Ensuite, donc, vous allez être obligé, quand vous allez créer votre page Facebook, vous allez recruter des fans. Alors, le recrutement de fans, c'est quelque chose que vous allez faire grâce, entre autres, à en mettant en place des systèmes comme les faniers qui permettent en fait d'afficher des choses différentes si vous êtes fan ou non fan. Mais n'oublions pas quand même que 80% de vos fans, une fois qu'ils ont été fans, ne reviennent jamais regarder votre page sur Facebook. Donc attention, le fan ne veut pas tout dire. C'est pas parce que vous avez des milliers ou des centaines de milliers de fans, bien que là ça commence à être intéressant, que vous êtes pour autant, que vous avez obtenu pour autant ce que vous cherchiez. Donc le recrutement de fans sur Facebook. Ensuite, on va pouvoir parler, quand vous avez des fans, il va falloir les récompenser. Donc on disait pour les ramener, pour les inciter, les amener à faire. Pour récompenser les gens sur Facebook, vous avez plusieurs façons de faire. Il en existe des dizaines. Ça va être donner accès à des téléchargements, à des infos qui sont particulières, que vous ne souhaitez pas donner à l'ensemble du public. Ça peut être des inscriptions à des séminaires, ça peut être des diagnostics, des contacts, etc. Là encore, ça va être du domaine du marketing pur, c'est-à-dire que globalement, les gens qui ont fait, si on prend un magasin par exemple, ceux qui ont ouvert votre porte, vous allez faire en sorte un petit peu de les récompenser, d'avoir voulu ouvrir votre porte et d'avoir envie de revenir voir. Donc adressons-nous à ces 20% qui reviennent, et pour qu'ils soient 20%, il va falloir les inciter à revenir. Ensuite, avec ces fans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les inciter à revenir, mais derrière, vous allez changer. Vous allez voilà, vous avez un exemple type où effectivement vous allez leur fournir des fonds d'écran, des écrans de veille, des icônes, des petits gadgets, des petits jeux. Alors c'est effectivement un des axes, mais simplement une fois que les gens ont chargé ces écrans de veille, ces icônes, ces fonds d'écran, il va falloir trouver autre chose. Alors là-dessus, aujourd'hui, il y a des choses qui apparaissent, qui sont intéressantes sur Facebook. Prochainement, par exemple, il y a une offre quelque chose qui va s'appeler Facebook Offers, qui va pouvoir permettre, entre autres sur Facebook, de partager des coupons. Exactement comme quand vous êtes sur un site comme coupon, là vous les partagerez sur Facebook, et c'est uniquement si vous êtes fan de cette entité sur Facebook que vous aurez accès à ce coupon, et que vous pourrez générer un email qui viendra vers vous et qui vous donnera le bon code, etc., pour profiter d'une offre particulière, etc.
Faut pas oublier que il y a une étude en 2011 qui montrait que ce qui incite les gens à être fans sur une page Facebook, pour 87% d'entre eux, ils estiment que recevoir une offre promotionnelle, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, la motivation, elle est de 87% des gens, c'est d'avoir une offre promotionnelle. Donc, on peut utiliser Facebook à cet effet. Avec Facebook, on peut faire d'autres choses, on peut vendre, ou du moins inciter à vendre, c'est-à-dire que si on ne peut pas encore avoir un site de e-commerce sur Facebook, de F-commerce, ce qui pourrait venir, pour l'instant, on peut inciter. Là, vous avez l'exemple de ce qu'a fait la Redoute, qui est quand même assez complet sur le sujet, qui consiste à créer des listes de naissance, des listes de mariage, etc., etc. Donc là, on est presque déjà dans le domaine de la vente, sachant qu'à un moment donné, quand vous allez cliquer sur la page Facebook, eh bien vous tomberez directement sur le site e-commerce qui correspond. Donc là encore, domaine de l'imagination, etc. Alors quelque chose de plus classique sur Facebook, mais qui marche très très bien, c'est que vous allez pouvoir faire de la publicité sur Facebook. Vous voyez, c'est ce qui apparaît à droite, dans la colonne de droite de la page Facebook. Et c'est quelque chose qui est ciblé en fait. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir émettre une publicité sur Facebook, ce qu'on appelle des ads, effectivement, Facebook va vous proposer un panel. Vous savez, quand vous avez un profil Facebook, vous répondez à un certain nombre de questions, ou pas. Mais disons pour ceux qui ont répondu, eh bien effectivement, Facebook va faire en sorte que ces publicités s'adressent à ce panel-là. Et quand vous avez créé votre publicité, Facebook va vous donner le nombre de personnes ciblées par cette publicité. Donc c'est tout à fait quelque chose d'assez pertinent et c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien, à tel point que les tarifs de Facebook Ads ont largement augmenté ces derniers mois, ce qui prouve que c'est pas le nombre qui manque, et que c'est quelque chose qui est très très employé de plus en plus. Alors pour changer un peu de Facebook, on va parler d'exemples donnés avec Twitter. Alors si on revient sur Twitter, bon, ça ne sert pas que aux journalistes pendant la campagne électorale ou pendant une affaire telle que l'affaire Strauss-Kahn, même si on s'aperçoit que le nombre d'abonnés Twitter explose dans ces moments-là. Twitter aussi peut être utilisé, il faut voir, c'est un site qu'on appelle de microblogging, à savoir qu'on va être capable de partager de l'information et donner de l'information et de générer des réactions à ces informations en retour. Mais bien sûr, on est tout à fait capable d'utiliser Twitter à des fins commerciales, entre autres. Et là encore, l'idée ne va pas être de mettre en avant simplement une publicité que vous allez faire, mais ça va être effectivement de donner de la viralité et de l'information. Alors, ce qui est très intéressant avant tout à Facebook, hein, vous voyez, BNP Paribas Net, là, entre autres, c'était l'an dernier, quand ils ont lancé leur système, ils se sont mis à recruter des fans via Twitter. Recruter, pardon, pas des fans, non pas des fans, mais des abonnements à ce compte épargne via Twitter. Donc c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est le bénéfice avant tout de Twitter, c'est que ça va donner une viralité énorme et une diffusion énorme aux informations que vous allez mettre et vous faire connaître. Et là, on va parler de réputation, puisqu'en fait, vous allez pouvoir apparaître grâce à Twitter comme des gens qui communiquent. Alors attention là aussi à la mauvaise utilisation de Twitter. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je peux vous raconter une petite blague sur le sujet. Dans l'aérien, Air France l'année dernière s'est lancé bien sûr sur les réseaux sociaux, avec une grosse agence, a mis beaucoup de moyens en place et a commencé sur Twitter. Et en même temps, il y avait des gens comme EasyJet qui y étaient aussi. Et puis l'an dernier, il y a eu la neige, puis il y a eu des avions collés au sol. Et Air France, alors que le directeur marketing d'EasyJet avait envoyé son numéro de téléphone personnel, son 06, à tout le monde en disant écoutez, si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler personnellement. Je pense qu'il a acheté son téléphone après, certes, ou du moins la puce. Mais bon, parce que c'est un service qu'il a effectivement fourni pendant cette crise.
Air France, en même temps, envoyait de la publicité en disant aux gens, il fait froid en France, allez donc passer quelques jours en République dominicaine. Utile de vous dire que la communauté Twitter s'est emparée du sujet, ça n'a pas énormément plu et tout le monde s'est étonné. C'était un week-end, en plus Air France n'avait pas trouvé bon de mettre un community management en place pour le week-end, ce qui fait que la communauté Twitter s'en est emparée et ils ont eu ce qu'on appelle un bad buzz. Sur un week-end, il y a eu plusieurs centaines de milliers de tweets critiquant Air France, leur façon d'utiliser les réseaux sociaux, etc., etc. Tout ceci pour dire que il faut être prudent quand on attaque ce genre de plateforme. Alors, je vais passer à la suite. YouTube. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je pense qu'on est encore en train de prendre un petit peu de retard. Alors, YouTube. YouTube, ben là aussi, vous allez utiliser YouTube pour amener du trafic vers vos sites, pour utiliser des vidéos. Alors, vous allez pouvoir utiliser des vidéos existantes, faire par exemple d'une présentation, la transformer en vidéo, ce que nous, on va faire dès la fin de ce séminaire. Faire des démonstrations, des tests. Ici, par exemple, sur cette page, vous voyez que Sephora explique aux gens globalement comment se maquiller. Vous voyez, vous avez des techniques. C'est une petite technique pour apprendre à se maquiller. Donc, on peut tout imaginer par rapport à votre activité, de réaliser des petites vidéos qui n'ont pas besoin d'être des vidéos de super qualité, qui n'ont pas besoin, qui doivent sortir du voilà, ma société, telle activité, on est les plus beaux, mais qui peuvent monter un certain nombre de choses, de pratiques communes, de pratiques en termes de réparation, en termes, etc., etc. Là encore, c'est le domaine de l'imagination, et surtout, et ça continue, c'est partager, partager, partager. Hein. On est bien ici dans une forme de réseau. Les réseaux sociaux, c'est avant tout, c'est du partage, et c'est effectivement parce que vous avez partagé que effectivement des gens vont vous apprécier et viendront vers vous. Ça n'est pas du push marketing, c'est effectivement je partage et on apprécie la façon. Donc c'est, vous savez ce qu'on dit toujours sur les réseaux, donner pour recevoir, mais c'est avant tout donner au départ. Donc voilà, pour résumer un petit peu ces plateformes, alors on pourra en parler pendant des heures, hein, la recommandation dans la méthodologie, c'est toujours de mesurer l'effet, l'impact de ce que vous amenez, de ce que vous allez pouvoir montrer. Vous êtes donné oui. J'aimerais bien qu'on passe à la slide suivante. Entre autres, il va falloir trouver des indicateurs pertinents parce qu'en fait, suivant votre activité, les indicateurs vont pas être les mêmes. Alors effectivement, il y a le nombre de fans. Alors le nombre de fans, le nombre d'amis, etc., ça peut être l'amorçage d'une campagne, ça peut être intéressant de dire, bon, effectivement, ça réagit bien, il y a des gens qui viennent. Par contre, derrière, ça ne va pas suffire à mesurer la rentabilité de la chose. Donc en fait, ça va être effectivement... il y a plein de choses à mesurer, et surtout ce qui est intéressant, c'est que chaque plateforme va avoir ses propres insights, ce qu'on appelle les insights, et vont vous permettre de définir, de vérifier un certain nombre de choses, de compter la portée de vos tweets, le nombre de tweets, le nombre de fans sur Facebook, le nombre d'articles lus, le nombre d'articles likés, le nombre d'articles publiés, etc., etc. Je dirais là-dessus. Là encore, ça va être à vous de déterminer, en fonction de votre activité, quels sont les indicateurs clés que vous allez utiliser. Là-dessus, effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui vont pouvoir vous aider en plus, qui vont vous permettre de créer, j'aimerais bien qu'on soit sur la slide suivante, qui vont pouvoir vous permettre en fait de créer à partir de ces insights, des choses qui vont être partagées par l'ensemble. Entre autres, alors c'est amusant parce que là, je pense que vous avez ici les stats d'un certain nombre de réseaux sociaux qui vont s'afficher normalement. Voilà, ça vient petit à petit. Je suis vraiment désolé pour le débit qui est un petit peu lent. Oui, alors en fait, c'est bien joli parce que la grande difficulté dans tout ça, c'est que vous allez avoir des stats pour Facebook, des stats pour Twitter, des stats pour... Et n'oublions pas qu'il existe aussi des outils aujourd'hui qu'on appelle des agrégateurs de flux.
qui permettent effectivement de croiser un petit peu toutes ces statistiques et de savoir un petit peu et surtout de préciser celles qui vous intéressent, parce qu'en fait vous comprenez bien que on peut faire beaucoup de choses dans tout ça, on peut voir beaucoup de choses, mais ce qui va être intéressant, si on ne veut pas perdre trop de temps, c'est de trouver la pertinence par rapport aux axes que l'on s'est fixés. Donc, là encore, toujours le nez sur le pilotage, et regarder effectivement quelle action a porté ses fruits et vers quoi on peut aller. Enfin, pour conclure, j'aurais tendance à dire que sur ce domaine-là, je vous ai dit tout à l'heure que les plateformes changent, je vais y revenir. Il faut en permanence ajuster sa stratégie marketing. Oui, il y a des petites choses qui apparaissent. Il faut en permanence jouer sur sa stratégie marketing, regarder ce qui fonctionne. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent aujourd'hui. On parlait de téléphone mobile tout à l'heure, c'est quelque chose qui commence à se répandre absolument. Les usages, il faut absolument regarder ce que les autres font, ce que les autres pays font en permanence sur ces usages. Je parlais de Pinterest tout à l'heure. Et puis il faut recommencer, c'est-à-dire que faut revenir sur peut-être modifier le blog, trouver le ton, trouver etc. Donc il va falloir se trouver une place et toujours regarder effectivement quelle est la place on a, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est quelque chose qui n'est en aucun cas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui doit vivre en permanence. Donc on ne peut pas dire j'ai mis en place une campagne de réseaux sociaux, c'est effectivement je m'occupe de ma campagne de réseaux sociaux au quotidien. Donc c'est pour ça que effectivement là on va pencher pour notre paroisse, mais c'est là que nous avons un certain intérêt pour vous, c'est que effectivement on va non seulement pouvoir vous aider à mettre en place ces campagnes, mais derrière on va vous aider aussi à veiller sur l'adéquation de cette campagne avec ce que vous cherchez à faire. Voilà, je suis vraiment désolé pour ces problèmes d'affichage, parce que c'est vraiment pénible. Je pense que j'en suis vraiment désolé pour vous. J'espère que vous aurez quand même pu... voilà, il arrive un petit peu tard celui-là. Mais j'espère que vous aurez... que vous comprendrez que les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça, comme un supplément, comme on ferait un affichage simplement dans la rue. Non, c'est quelque chose qu'on va devoir activer, devoir mettre en place. C'est une composante du CRM aujourd'hui essentielle. Et il ne peut pas y avoir de gestion de la relation client sans considérer cette page de réseaux sociaux et cet ensemble d'activations possibles. Voilà, maintenant je vais vous demander, merci de votre attention, et je vais prendre les questions. Alors oui, j'ai quelques questions, donc si jamais vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas à les poser dans la chat box. Et sinon, je vais commencer, j'ai eu quelques questions qui sont arrivées. Donc tout d'abord, Pinterest, est-ce que ça a un intérêt quand on est en B2B ? Pas forcément, non. C'est pas le fait B2C, B2B qui est très important. Ce qui est important sur Pinterest, c'est qu'on va mettre en avant de l'image. Donc, si c'est du B2B sur une agence marketing, par exemple, pourquoi pas? Parce que si elle est une agence qui va faire de la présentation, qui va montrer allez, je cherche mes mots, excusez-moi, quelqu'un qui va chercher à montrer que son savoir-faire sur, par exemple, la présentation d'un site web ou des choses comme ça, ça va être quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui va travailler dans le design, ça va être quelque chose d'intéressant. Et le designer ne s'intéresse pas forcément à du B2C. Donc c'est plutôt Pinterest, c'est plutôt tout ce qui est visuel, tout ce qui fait appel à donc par exemple dans notre domaine, c'est plutôt les infographies qui marchent bien dans le domaine du consulting marketing. C'est plutôt l'infographie qui marche bien. Donc voilà, c'est une plateforme qui a vraiment
un gros développement dans tout ce qui est collection, tout ce qui est cuisine, par exemple les gens qui vendent du matériel, de la cuisine, qui font des recettes, etc. Ça a une activité. Donc tout ce qui est visuel, Pinterest est effectivement très intéressant. Ok, merci. Donc question suivante, c'était pour savoir si en interconnectant les différents profils et plateformes, on ne risque pas en fait de pénaliser son site ou son contenu de type duplicate content chez Google, et comment l'éviter surtout. Ah oui, alors en fait, il n'y a pas de duplicate content en ce sens que le contenu, on va le mettre ou sur le site ou sur le blog. On va pas le dupliquer effectivement et sur le site et sur le blog. Par contre, ce qu'on va faire avec les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, là, on va réutiliser ce qui est sur le blog ou ce qui est sur les et le mettre en avant à travers les réseaux sociaux. Donc c'est pas du duplicate content puisqu'en fait on va trouver du lien en fait vers un certain nombre de choses. Et on va pouvoir mettre effectivement des petits extraits. Et puis sachant que du duplicate content entre ce qui est dans Facebook et ce qui est ailleurs, Google s'y intéresse absolument pas. Donc rien ne vous empêche de redupliquer ce que vous avez mis sur votre site et de le mettre dans une page Facebook, c'est pas grave. Mais bon, ça servira pas à grand chose. Très bien. Donc, question suivante. Est-il possible de lier le compte Facebook sur Twitter pour que tout ce que l'on poste en fait sur Facebook arrive automatiquement sur Twitter? Parce que l'inverse est possible, mais est-ce que dans ce sens-là, c'est possible également? Oui. Comment fait-on? La réponse est rapide. Surtout. Ah, comment fait-on? Oui. Faut aller dans Twitter et puis lancer une application qui va faire ça. Quelqu'un ici qui m'a posé cette question-là et qui ne trouvait pas dans ce sens-là. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Ok, très bien. Donc faut chercher un petit peu. Si, bien sûr. Moi-même, j'utilise régulièrement. Ok, très bien. Bon voilà, on a fait le tour pour l'instant des questions. Donc merci à vous tous. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de problème d'affichage, mais bon après, en tout cas sinon, excusez-nous pour le problème d'affichage qui était un petit peu plus lent à arriver en même temps que chaque partie. Moi, je suis pas la dernière page, par exemple. Ah. Pour vous donner un exemple. D'accord. Du coup, pour conclure, merci à vous tous. Vous allez recevoir un mail avec le support de présentation. Et puis également, si jamais vous voulez revisionner cette vidéo ou accéder à celle que vous avez loupée, les trois conférences en ligne précédentes sur l'introduction du marketing digital, la recherche locale sur Internet et la publicité en ligne. Et le mois prochain, le 21 juin, vous aurez une autre conférence en ligne qui sera le 21 juin. Je vous reconfirme ça dans un email si je ne me trompe pas. Voilà. Très bien. Merci à tous. Et puis, bon après-midi. Merci. Et puis, à bientôt, j'espère. Merci à tous, Gérard Pérez en ligne. Merci, à bientôt.